Bonjour, Monsieur Georges Ngoma. Bonjour Sadio. Georges Ngoma, vous êtes, Comment ça va Sadio? Georges Ngoma, vous êtes universitaire congolais au Canada et nous faisons face aujourd'hui à un scandale appelé crime économique de l'un des fils du président Denis Sassou Nguesso. Comment est-ce que le phénomène est perçu par les Canadiens et par la justice canadienne? Écoutez, Sadio, la première chose, c'est de vous remercier de m'accorder ce temps de parole sur une question éminemment brûlante du Congo-Brazzaville, notre pays d'origine, et donc nous sommes très attentifs à ce qui se passe au Congo-Brazzaville en ce moment. Alors, nous avons tous lu, évidemment, dans la presse internationale, et ici en l'occurrence, un article du 3 septembre 2015, un quotidien en ligne, la presse, pour ne pas la nommer, et en titre, le fils du président du Congo-Brazzaville tente de s'établir à Montréal. Et l'article a été écrit par Vincent Larouche, qui est évidemment un journaliste canadien. C'est une façon de dire, pour répondre à ta question, que le Canada est bien au fait de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Et le Canada est d'autant plus au fait de ce qui se passe au Congo-Brazzaville que depuis, je crois, 2006, Monsieur Wilfried Nguesso, puisque c'est de lui qu'il s'agit, fils adoptif ou en tout cas membre de la famille régnante au Congo-Brazzaville. Il est installé ici au Canada et à Montréal plus précisément, où se trouve son épouse et ses enfants. Toutes ces informations sont bien claires sur l'article qui a été publié hier à peine ici au Congo-Brazzaville. Alors, comment la situation est perçue ici au Canada? Eh bien, le Canada est bien au courant de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Donc, une demande qui a été introduite depuis 2006, qui a été bien évidemment rejetée par les autorités canadiennes. Ça demande de s'établir au Québec, au Canada d'une manière générale, mais au Québec en particulier, puisque c'est de Montréal dont il est question. Eh bien, la justice canadienne ou les autorités canadiennes ont rejeté cette demande de M. Wilfried Nguesso de s'établir à Montréal, au Québec et au Canada. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Nous avons ici affaire à une justice qui fonctionne correctement et un ensemble d'experts du droit qui fonctionnent correctement. C'est-à-dire qu'avant de se prononcer sur une décision comme celle-là, je suppose que les experts qui sont sur le terrain, qui ont la capacité de rassembler un certain nombre d'informations éclairées avant de prendre une décision, eh bien, bien sûr, l'environnement mérite cette décision. Donc, les autorités canadiennes ont pensé que la personne de M. Wilfried Nguesso était mêlée à des malversations financières qu'on a rapportées à des crimes économiques dans son pays d'origine. Et comme c'est un pays du droit, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Congo-Brazzaville, quand même, ces crimes économiques sont intimement articulés à des crimes de sang. Ah, donc ça veut dire que le dossier est très délicat et que le Canada est allé droit et vite dans le traitement de ce dossier. Parce que nous avons pu remarquer que la justice canadienne a interpellé, a convoqué 3 fois cette année seulement Wilfried Nguesso. 3 fois cette année, Wilfried Nguesso,
qui, pour détourner certains jugements, a même changé ou rajouté le prénom César à son nom pour y échapper. Mais est-ce qu'il pourra vraiment échapper à la justice canadienne qui semble aller plus vite d'ailleurs que la justice française qui était le premier? C'est en France qu'on a vu ouvrir le dossier de biens mal acquis. Mais il semble que le Canada va plus vite et plus fort que la France. Mais absolument. Les démarches du Canada et les démarches engagées par la France, la différence a du sens. Bon, la France, c'est un pays assez... Il est stratégique. La France est stratégique par rapport au Congo. Déjà par les liens du passé, la France coloniale au Congo-Brazzaville, et aussi la France, Paris, c'est une plaque tournante. Donc, les membres de la famille régnante au Congo ont Paris quand même comme étant une place où ils ont fait beaucoup de placements. Mais paradoxalement aussi, Paris est devenu aussi d'une certaine manière assez difficile pour les membres de la famille régnante, notamment avec toute la flopée des affaires qu'il y a autour de cette famille régnante. Donc, autant ils sont bien installés à Paris, autant aussi Paris est en train de changer, la France est en train de changer. Maintenant, le Canada, à la différence de la France, le Canada a encore un passé colonial avec l'Afrique d'une manière ou d'une autre. Et puis aussi, la justice canadienne semble être beaucoup plus libre que la justice française. La justice française, nous avons quand même des situations où la justice était influencée par une décision politique. Voilà, était influencée par une décision politique. On connaît très bien l'affaire de M. Dengue qui a été libéré notamment par la décision de Jacques Chirac. Mais au Canada, on ne trouve pas des choses comme ça. On ne trouve pas des choses comme ça. Donc le Canada va très vite par rapport à cette affaire-là. Et ce qui se passe par rapport à l'affaire, bien sûr, M. Nguesso s'est présenté aux appels de la justice canadienne et a donné des éléments de réponse aux questions qui lui ont été posées. Mais attendez, ils ont affaire quand même des gens qui sont lucides, des gens qui sont des experts, des gens qui sont formés pour ça, pour traquer les crises économiques. Oui, on a par exemple pu voir que la presse canadienne est allée beaucoup plus loin dans les investigations en découvrant que Wilfred Nguesso gagnait annuellement 1,5 milliard de francs CFA sur des transactions basées sur une société congolaise qui s'appelle Socotram et qui est à moitié gérée par par le Congo. Voilà, où le Congo est actionnaire majoritaire dans la chose. Donc, la presse canadienne semble avoir pris position pour dire la vérité et toute la vérité et a fait des investigations beaucoup plus poussées qu'on a vu faire les journalistes français ici. Absolument, c'est cela. La justice canadienne travaille à fond sur la question. Et vous voyez aussi très bien que dans la fameuse Socotram, il y a un an d'emprunt là, hein, toujours dans les manigances de la personne concernée. Il y a un certain M. Saint-Onge. Donc on est carrément dans la situation des sociétés écrans. Des sociétés écrans. Bon, la logique des sociétés écrans, c'est la dissimulation pure et simple. Et la justice canadienne, comme vous pouvez le dire, Mme Sadio, c'est qu'elle va en profondeur dans ses investigations. Elle sait très bien où se trouve, en dehors de la rhétorique que M. Wilfred Nguesso veut donner pour s'éclipser. Mais ça ne se passera pas comme ça, parce que la dernière décision qui a été rendue, c'est celle de la Cour fédérale. La Cour fédérale qui trouve que dans l'approche des fonctionnaires canadiens, par exemple, que l'organisation criminelle n'a pas été suffisamment bien identifiée, clairement identifiée. Et aussi qu'il n'y a pas la notion de crime dans le code criminel canadien correspondant aux infractions dont on accable M. Wilfred
Mais donc, qu'est-ce qui pourra être le résultat final, la décision finale de la Cour fédérale alors? À ce moment-là, écoutez, les fonctionnaires qui ont commencé à travailler sur la question vont continuer à travailler. Ils ont la conviction intime qu'il s'agit des crimes, il s'agit évidemment des crimes économiques. Non, ils n'ont pas seulement cette conviction. Ils n'ont pas seulement cette conviction, mais ils ont des éléments. Vous savez que la justice, parfois, elle est assez complexe. Hein? Elle est assez complexe. Pour des petites choses, on peut annuler une décision. Oui, surtout, on sait que la justice s'appuie beaucoup sur la forme. La forme est le préalable pour aller au fond. Voilà, mais c'est exactement cela. La forme, c'est pourquoi j'ai dit que la justice est parfois assez complexe, parce qu'on peut annuler quelque chose simplement pour un vice de forme. Mais par rapport au fond, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le fond. Attends, des gens qui ont travaillé sur le dossier depuis des années et qui ont des éléments qui sont là, qu'ils ont rassemblés, qui sont des éléments réels, vous pensez qu'ils vont baisser les bras? Ils vont pas baisser les bras pour ça. Ça c'est en tout cas la conviction que j'ai de façon intime aussi à mon niveau. L'affaire est trop grosse pour qu'il s'arrête là. Et le régime du Congo-Brazzaville, quand même, qu'on regarde un peu l'air du temps là. Il faut regarder l'air du temps. Alors, monsieur Georges Goma, comment expliquez-vous ce qu'on peut appeler la léthargie des populations de votre pays d'origine, le Congo-Brazza, qui n'ont pas réagi à l'instar de la justice et des journalistes de la presse canadienne qui a pris à bras-le-corps ce problème qui a priori n'est pas est du ressort des Congolais avant tout. Comment expliquez-vous le fait que au Congo, ça passe presque pour un non-événement, un tel crime, et pendant longtemps de cette famille? Mais Madame Sadio, cela va de soi. Vous savez, la situation du Congo, il y a une adversité interne et une adversité externe. Il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Il y a la lecture interne de la situation congolaise et la lecture externe de la situation congolaise. La situation externe échappe à M. Denis Sassou Nguesso. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Qu'il s'agisse de la sous-région, de l'Afrique centrale, M. Sassou Nguesso ne bénéficie plus, n'est-ce pas, de ce qu'il a bénéficié en 1997. Cela est bien clair. Mais quand on va au niveau mondial, évidemment, on a vu, tout le monde a mentionné que la communauté internationale est complètement opposée à ce que M. Sassou Nguesso a envie de faire, c'est-à-dire rester éternellement au pouvoir. Et ça, M. Sassou Nguesso le sait, lui aussi. La communauté internationale, les États-Unis, les Nations Unies, la France et tout le monde lui demandent de ne pas faire ce qu'il a envie de faire. Mais de façon interne, l'espace de pouvoir que M. Sassou Nguesso a, c'est la gestion du Congo interne, du Congo. Et on sait très bien les méthodes qu'il utilise. C'est l'intimidation. C'est les instruments de répression d'État qui sont à sa solde, qui manipulent. On a bien vu que les nominations dans les régions, mais dans les régions, il a nommé les gens qui sont, n'est-ce pas, en accord avec ce qu'il a envie de faire. Regardez la force armée, regardez la police, regardez la gendarmerie. Et on a tous vu sur la toile aussi, M. Paulin Makaya, qui devait aller faire un meeting à Madlingou, qui plus est, et son pays d'origine, son district d'origine. On a tous vu, c'est quand même lamentable que, à côté, les membres du PCT, les membres de la mouvance présidentielle, ceux qui sont au pouvoir, se déplacent avec une facilité exemplaire dans toute l'étendue du territoire, avec les moyens qui vont avec, et que les gens dans les membres de l'opposition sont traqués, sont interdits, n'est-ce pas, de s'exprimer à l'extérieur de la République, même dans leur propre village, même dans leur propre région. Et on voit très bien que les forces de police, les commandants des forces de police qu'on envoie là, ne sont même pas des gens de la région. Et vous voyez très bien qu'il y a quand même quelque chose de louche là, et il y a quelque chose de malsain. Donc la question que vous posez, pourquoi est-ce que les gens à l'intérieur du pays ne réagissent pas? Mais c'est des gens qui sont traumatisés. C'est des gens qui sont martyrisés. Le martyr continue pour ces gens-là.
Alors, monsieur Georges Ngoma, est-ce que on peut dire que les grands pays progressistes du monde, les grands pays démocrates du monde ont décidé de traquer cette famille-là pour que enfin le Congolais puisse rentrer en possession de ses fonds par le biais de son trésor public? Est-ce que les fonds pourront être à l'issue des procès rapatriés finalement au trésor public congolais? Bon, ben écoutez, sur cette question, est-ce que les grands pays démocrates du monde vont traquer la famille régnante, les familles régnantes, pour retrocéder à leurs États l'argent dilapidé? Bon, ça, je ne saurais trop le dire, Sadio Morel Kanté. Je ne saurais le dire parce qu'il y a quand même un passé par rapport à ces choses-là. Combien d'argent de Mobutu a été retourné au Congo démocratique, y compris les autres? Ben, donc, ce que je peux dire, là, c'est quand même, il y a une approche tout à fait nouvelle par rapport à la situation du Congo-Brazzaville. Le monde entier semble être sensibilisé par rapport à cette question. Il y a des procédures qui ont été engagées en France depuis certains moments qui n'ont pas encore abouti complètement, mais il y a en moins l'avantage que ces problèmes-là soient mis sur la table, soient mis, apportés au public. Aujourd'hui, ici au Canada, bien évidemment, quand on parle du Congo-Brazzaville, évidemment, on voit ces problèmes de malversation. On voit la dictature, moi, autour de moi, vous savez, aussi bien auprès des collègues et tout le monde, quand on parle du Congo-Brazzaville, évidemment, on évoque la dictature. On évoque la dictature. Oui. Et à côté de la dictature, évidemment, il y a ces malversations financières. Mais la démarche du Canada, puisque nous parlons particulièrement du Canada, c'est une démarche qui est salutaire. On l'a dit tout à l'heure, et j'ose espérer que les fonctionnaires de la justice canadienne, avec les éléments de preuve qu'ils ont entre les mains, pourront, n'est-ce pas, transcender ce vice de forme, puisqu'ils ont mis en évidence, la Cour fédérale a mis en évidence le vice de forme. OK? Mais donc, de toute façon, la famille régnante au Congo-Brazzaville a du souci à se faire. Alors, ils ont du souci à se faire. Est-ce que vous pensez qu'ils pourront procéder comme l'a fait avec malice Ali Bongo en disant don à la place de restituer les fonds à une partie de leurs fonds au pays ou à certains organismes ou au trésor public tout court pour pouvoir contrer la justice? Ben oui, ben écoutez, ce qu'a fait M. Ali Bongo, je crois que ça marque la référence là. Ça marque la référence et c'est je crois qu'il est très réfléchi, ce monsieur Ali Bongo. Hein, il réfléchit et ce qu'il vient de poser comme acte est un acte auquel je souscris. C'est une bonne chose. Et en le faisant aussi, il a menti quand même aussi ses propres rapports avec les Gabonais. Qu'au moment de la dévolution du pouvoir, que son cas ne soit pas aussi maltraité comme M. Sassou Nguesso est en train, malheureusement, de continuer à construire une situation qui n'est pas à son avantage, malgré le pouvoir qu'il exerce sur le Congo et sur les Congolais. Donc, sincèrement, ça c'est mon point de vue personnel, je crois que la justice canadienne, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, aller plus loin comme tu as su le dire, c'est une très très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et la famille régnante au Congo-Brazzaville, sincèrement, devait avoir du recul. Je crois que je me rappelle encore d'une entrevue qu'on a eue avec toi quand j'étais à Paris. Je m'étais adressé au président Denis Sassou Nguesso également sur sa place dans l'histoire, comment il voudrait être vu dans l'histoire. Mais je crois qu'il est encore plus que temps qu'il puisse faire marche arrière. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est donc j'ai peur. C'est la période de la dévolution du pouvoir qui pourra arriver à un moment ou à un autre.
à un moment ou à un autre, plutôt que de continuer à travailler avec beaucoup de violence sur cette ambition de rester coûte que coûte au pouvoir, je crois qu'il devrait plutôt travailler dans le sens inverse. Travailler dans le sens inverse. C'est-à-dire comment recoller les menus petits morceaux en fait, du pays qu'on a effiloché. Le pays a été effiloché. Mais... Le pays a été réduit en petits morceaux. Donc je crois que le travail à faire serait celui-là. Comme M. Sassou Nguesso voit sa longévité au pouvoir et le temps qu'il lui reste à vivre, mais attendez, il devait quand même gagner pour lui et pour les siens et tous les gens autour de lui, que de travailler à une dévolution du pouvoir qui soit correcte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Monsieur Ngoma, vous êtes sociologue formé, premièrement, dans votre pays d'origine de Congo-Brazzaville. Vous connaissez parfaitement la sociologie de notre pays. Est-ce que vous pensez que socialement, le Congolais est prêt à se départir, enfin, une partie des Congolais qui se sont illicitement enrichis sont prêts à se départir de leur fortune et de quitter le pouvoir aussi facilement? Bah, écoutez, connaissant la sociologie du Congo-Brazzaville, vous avez bien dit, j'ai commencé à étudier la sociologie au Congo-Brazzaville, je l'ai complétée en France, et donc je l'ai enseignée en France et aux États-Unis, et maintenant au Canada aussi. Et donc, cette vue d'ensemble un peu de la sociologie. Mais vous savez, je veux dire une chose, toutes les personnes qui sont autour de M. Denis Sassou Nguesso et qui profitent des largesses du pouvoir avec lui, il y a beaucoup, je dirais même les 80%, sont bien conscients du caractère corrosif. Et qui l'ont même érigé en mode de virilité. Absolument, absolument, absolument. Ils connaissent bien le caractère corrosif de ce système. Donc évidemment, la violence politique au Congo-Brazzaville telle qu'elle est drainée par le système de M. Sassou Nguesso et comme elle est maintenue par le même système, c'est que les gens ont peur, et ils ont peur. Mais attendez, le pouvoir vient facilement, peut-être il peut partir aussi facilement. Vous verrez qu'un jour, si par quelles circonstances M. Sassou Nguesso n'est plus au pouvoir, ben vous allez voir, c'est là où ils vont se repentir, beaucoup de gens se repentir. Voyez. Donc, je crois que, oui, à ce moment-là, la peur qui nous tient, évidemment, c'est un peu le chaos éventuel qui pourra arriver au moment de la dévolution du pouvoir, si je fais avec beaucoup de violence. Si la dévolution du pouvoir se fait avec beaucoup de violence, comme ça s'est passé en Libye, on voit très bien le chaos en Libye après le départ de Kadhafi. Vous voyez? Alors, ce chaos-là, à moins que les gens qui sont au pouvoir s'accrochent à une certaine forme d'idéologie qui est, écoutez, après moi, c'est déluge. Si je suis plus là, alors je crée le chaos. Alors, attends, à ce moment-là, c'est quand même dommage. Alors, monsieur Georges Ngoma, est-ce que vous avez un mot à dire au peuple congolais pour qu'il s'approprie son droit, sa justice et pouvoir quitter l'indignation pour aller aux actions qui pourront dissuader ce pouvoir à rester dans la ligne droite, à rester dans le droit, la légalité et à satisfaire un tant soit peu le Congolais d'en bas qui manque de tout? Madame Sadio, il faut d'abord savoir que le pouvoir du Congo-Brazzaville n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. Le pouvoir du Congo-Brazzaville est très très affaibli. Et c'est cette faiblesse qui le fait se montrer à tout dehors en utilisant, n'est-ce pas, les instruments de répression dont l'État a la légitimité. Ok? Donc, ils savent très bien, la peur de ce régime, c'est de voir un soulèvement populaire. C'est de voir un soulèvement populaire. La peur de ce régime, c'est de voir les gens dans la rue. Auquel apparemment le Congolais n'est pas prêt. Les populations ne sont pas prêtes. Le Congolais n'est pas prêt, on ne peut pas dire ça. Le Congolais est prêt d'une certaine manière. Vous savez, il faut simplement créer les conditions pour que les Congolais retrouvent leur légitimité, leur souveraineté. Ça, c'est clair et net. Il faut créer des situations. Écoutez, nous avons quand même... Et comment créer ces situations, justement? Mais attendez, créer la situation, je crois que
nous avons une opposition qui est en place au Congo-Brazzaville et cette opposition doit prendre ses responsabilités, d'autant plus que cette opposition s'est renforcée. Alors, mais on a vu qu'au Sénégal ou au Burkina, ce sont des mouvements plutôt, hein, il y en a marre pour l'un et ras-le-bol pour l'autre, qui ont pris les devants. C'était pas des opposants qui étaient en première ligne hein, pour faire tomber d'un côté Ouad et de l'autre côté Blaise Compaoré. Ben, ce serait dommage que ça soit comme ça au Congo-Brazzaville. Moi, je pense qu'à partir du moment où l'opposition qui fonctionne, qui résonne dans la justice, ça je peux le dire, qui résonne dans la justice, c'est le gouvernement qui est en place, qui passe ses propres lois. Et ça, tout le monde le sait. Et ils le savent eux-mêmes, puisque le modus operandi qui est le leur est articulé à ce mensonge, à cette façon de faire les choses. Donc ce que je voudrais dire, c'est ceci. L'opposition qui, il paraît que l'opposition est reconnue, et le FROCAD et l'IDC, je crois que c'est l'IDC, c'est ça, notre formation qui c'est bien l'IDC. L'IDC, oui, Initiative démocratique congolaise. Absolument. Donc il y a le FROCAD, il y a l'IDC et puis il y a la société civile. Ils doivent braver évidemment les intimidations du gouvernement. Ils sont dans le droit. Ils sont dans le droit. Donc à partir de là, la population suivra. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez d'une population qui est martyrisée, qui est apeurée? Vous voyez comme M. Sassou Nguesso descend dans les régions. Attendez, ce déploiement de l'armada, c'est toujours pour continuer sur le travail qui avait commencé depuis 1997. La guerre civile en 1900, toutes les personnes qui sont clairvoyantes comprendront très bien que c'était une logique, c'était un coup d'État. C'était un coup d'État qui était maquillé en guerre civile. Et ça se continue. Et M. Sassou Nguesso s'est dénié par rapport aux responsabilités de la crise de 1997 qu'on a mis sur Pascal Lissouba. Et aujourd'hui, tout le monde comprend très bien avec cette histoire que, écoutez, M. Pascal Lissouba était une victime, parmi tant d'autres. Et il y a une démarche de M. Sassou Nguesso qui a été reprendre le pouvoir. Il a perdu en 1992 par les urnes et il n'a jamais supporté être en dehors du pouvoir durant les 5 ans qui ont duré une législature à peu près correcte dans la démocratie avec Pascal Lissouba. Alors, Georges Ngoma, un dernier mot par rapport à cette criminalité économique opérée depuis plus d'une décennie par la famille Nguesso, et le cas de Wilfred Nguesso, neveu et fils adoptif du président Sassou Nguesso. Ben, la criminalité économique, c'est pas une décennie seulement. C'est 3-4 décennies maintenant. Le groupe pétrolier du Congo-Brazzaville, c'est 1984. Et jusqu'à maintenant, il y a 3 décennies qui sont passées. Alors, ce que je voudrais dire simplement, c'est un constat, une souffrance personnelle, une souffrance au fond du cœur de voir que la législature de M. Sassou Nguesso continue à fonctionner de cette manière-là. C'est-à-dire qu'appauvrir les Congolais tout simplement pour assouvir les besoins d'une classe au pouvoir, articulée autour de sa famille, il faut le dire aussi. Nous avons quand même la justice sociale, c'est quelque chose qui est complètement hors de la vision du système en place au Congo-Brazzaville. Et on a comme l'impression que l'absence de la justice sociale au Congo est un instrument de travail pour eux. C'est-à-dire, plus les gens sont dans la misère, plus les gens sont dans la pauvreté, et la pauvreté à ce moment-là devient fonctionnelle. Ils ont fait de la pauvreté quelque chose de fonctionnel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des pauvres pour que nous fonctionnons. Et on sait très bien que quand on a affamé les gens suffisamment, ils deviennent très, très fragiles. Et tout le monde, on lance quelques grains de maïs, et bien tout le monde saute là-dessus. Et pour des gens à qui on a arraché l'indépendance économique et financière et sociale, que voulez-vous qu'ils fassent, Madame Sadio? Que voulez-vous qu'ils fassent? Donc, ce qui arrive aujourd'hui est le résultat d'une démarche savamment mise en place. M. Sassou Nguesso le sait très bien, il faut que j'affame les Congolais. Y a-t-il possibilité de retourner la situation par les populations ou pas? Mais il y a une possibilité. Écoutez, quand les gens n'ont plus rien à perdre, ils y vont.
c'est à un certain moment aussi, il y a des logiques qui échappent, aussi bien à l'opposition d'ailleurs qu'au système en place. Alors bien sûr que les populations, quand ils en ont marre, ils sortiront dans la rue. Mais M. Sassou Nguesso, il n'y aura pas de guerre civile au Congo-Brazzaville, ça c'est clair et net. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes, M. Sassou Nguesso ne fera que tuer les Congolais, puisqu'il n'y a que lui qui a des armes, c'est lui qui a le monopole des armes. Les autres, les gens de l'opposition qu'on a vus, ils ont des armes, ils ont des armes où est-ce qu'on a fait ces armes? Je me rappelle encore d'une vieille histoire, d'un vieil article, on avait attrapé, c'est pas des Libanais, un aéroport de Brazzaville avec des armes, on disait que voilà, c'est un membre d'opposition qui avait. Alors, c'était pas vrai, puisque c'était des manigances du système en place. Voyez. Donc le peuple, absolument, mais c'est une force capable d'être un tsunami, qui va renverser tout sur son passage. Quand les gens n'ont plus rien à perdre et ils y vont, et le Congo-Brazzaville a suffisamment souffert pour que les gens comprennent que, écoutez, parfois il faut bien mourir de quelque chose, Madame Sadio Kanté. Merci Georges Ngoma. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Madame Sadio Kanté. Merci.